à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'évolution de la vie sur Terre. Tout a commencé il y a 4,6 milliards d'années, à l'époque de la création de la Terre. À cette époque, la Terre n'était qu'une boule de roche et de lave chaude bombardée d'astéroïdes. Puis, il y a 4,2 milliards d'années, la vapeur d'eau trouvée dans l'atmosphère encore irrespirable se condense car la Terre s'était refroidie, ce qui forme une pluie longue de plusieurs dizaines de millions d'années et qui crée les océans. Et puis, il y a 3,8 milliards d'années, la vie apparaît sur Terre, comme le semblent l'indiquer les traces rocheuses formées par cette vie. C'est une algue microscopique nommée cyanobactérie. Et il y a 2,2 milliards d'années, l'atmosphère commence à se remplir d'oxygène. Mais d'où vient-il, allez-vous me dire? Il vient des cyanobactéries, car elles utilisent la photosynthèse. Elles utilisent la lumière du soleil et un gaz nommé dioxyde de carbone pour produire de l'oxygène. Une fois qu'il y a eu trop d'oxygène dans les océans, il a commencé à sortir et à se répandre dans l'atmosphère. Il y a 400 millions d'années, la Terre était fort prête à accueillir la vie en dehors des océans. Il y avait assez d'oxygène et la couche d'ozone, couche qui nous protège des UV, ultraviolets, rayons nocifs du soleil, était fin prête. Mais il a fallu attendre jusqu'à il y a 360 millions d'années pour que la vie sorte des océans. Il y a 230 millions d'années, les premiers dinosaures apparaissent. Puis seulement 5 millions d'années plus tard, les premiers petits mammifères à leur tour. La suite, vous la connaissez probablement. Il y a 65 millions d'années, les dinosaures disparaissent à cause d'une météorite géante qui est tombée dans la région du Yucatan, au Mexique. Et un violent volcan qui a explosé dans la même période. Sauf que les plus petits reptiles, dont certains petits dinosaures, les espèces aquatiques et les petits mammifères ont évolué jusqu'aux espèces actuelles. Mais d'ailleurs, est-ce que vous savez ce que veut dire une espèce et l'évolution? Une espèce est une catégorie d'êtres vivants. Pour qu'un être vivant appartienne à la même espèce qu'un autre, il faut qu'ils puissent se reproduire entre eux, que leurs descendants peuvent se reproduire également, et qu'ils se ressemblent, même si il y a des cas particuliers où ils ne se ressemblent pas, par exemple entre mâle et femelle. Pour identifier une espèce, on utilise une clé de détermination. Pour l'utiliser, on se base sur des critères morphologiques, les caractères observables que chaque espèce a, comme le nombre de membres par exemple. Tant qu'à l'évolution, c'est le changement ou la transformation des espèces, mais aussi leur disparition et leur apparition. L'histoire de la vie est marquée par tous ces changements. Mais vous devez bien vous demander comment tous ces changements se produisent. Eh bien, Charles Darwin l'explique parfaitement bien grâce à sa théorie de la sélection naturelle de 1859. Les mutations pourraient améliorer une espèce, et que du coup, les individus n'ayant pas eu cette mutation ne survivraient pas. Et les autres se développeraient et qu'ils vont transmettre cette mutation à leurs descendants, qui la transmettront à leur tour, etc., etc. Prenons l'exemple de la girafe. Elle vivait dans un milieu où les petits arbres n'étaient pas très courants. Alors, les girafes qui n'avaient pas eu de mutation et n'ont pas eu de long cou n'ont pas survécu, alors que les autres, si. Ceci s'appelle l'évolution convergente. Mais il existe aussi l'évolution divergente. C'est quand une espèce donne vie à deux autres espèces ou plus, comme le mammouth et l'éléphant qui ont un ancêtre commun, ou le loup qui a donné naissance au renard et au chien. Mais bien sûr, tous ces changements peuvent prendre jusqu'à plusieurs millions d'années avant d'être terminés. Maintenant, nous allons parler de Lucas et de son buisson. Tout d'abord, éclairons les choses. Lucas, ou Last Universal Common Ancestor, ou dernier ancêtre commun universel, n'est pas le premier être vivant sur Terre, mais la cellule qui a donné vie à toutes les espèces actuelles. Il y avait bien d'autres cellules avant lui, et qui vivaient avec lui, mais elles n'avaient pas laissé de descendance. Ceci est ce qu'on appelle un buisson de Lucas. Au bord, nous trouvons toutes les espèces actuelles, et en remontant, nous retrouvons des croisements. Ils s'appellent des nœuds. Ils représentent un ancêtre commun qui a donné les deux espèces, une évolution divergente. Plus on remonte une branche, plus on remonte dans le temps. Et au centre, nous retrouvons notre ancêtre commun à tous, Lucas. Certaines branches s'arrêtent avant le bord, comme celle des dinosaures. Ceci représente l'extinction de l'espèce. Maintenant, nous allons parler des groupes emboîtés. Un groupe est un ensemble d'individus possédant un ou plusieurs caractères en commun. Maintenant, voici un exemple de groupe emboîté.
Le hareng est un vertébré, mais il n'est pas un tétrapode. La tortue est un vertébré et un tétrapode. Et le pigeon est un oiseau, un vertébré et un tétrapode. Si on les appelle les groupes emboîtés, c'est parce que chaque groupe est à l'intérieur d'un autre groupe, sauf le groupe qui les enveloppe tous. Mais si on parlait des traces que cette vie nous a laissées, je crois que vous avez compris où je veux en venir. Et oui, nous allons parler des fossiles. Un reste d'êtres vivants que l'on trouve dans la roche. Le plus souvent, ce sont des os du squelette transformés en roche, mais ça peut aussi être des coquilles ou des empreintes. Il existe les empreintes de végétaux, de feuilles, de plumes ou de pattes d'animaux. Mais comment se forment-ils? Commençons par les fossiles de végétaux, de feuilles et de plumes. Le futur fossile tombe, il est très rapidement enseveli par les roches et un peu plus tard, il se dégrade et disparaît. Mais il reste encore la trace. Pour les empreintes de pattes d'animaux, un animal laisse une empreinte dans un sol mou et puis ce sol se solidifie. Maintenant, autour des os transformés en roches. L'animal meurt et les parties molles disparaissent. Les os sont ensevelis par les roches, les sédiments s'infiltrent dans les os et ils se transforment en pierre. C'est la fossilisation. L'érosion fait petit à petit remonter les fossiles et puis les archéologues les retrouvent. Et pour les coquilles d'ammonite par exemple, voici comment ça se passe. L'animal meurt et tombe au fond de la mer. Les parties molles disparaissent. Puis, de la boue et du sable remplit la coquille. Les boues se transforment en roches calcaires. Les couches de roches remontent au-dessus du niveau de la mer et l'érosion fait remonter le fossile à la surface. Mais d'ailleurs, savez-vous comment l'on date ces fossiles? Il y a plusieurs techniques. La technique du carbone 14 par exemple. Un organisme vivant absorbe du carbone 14 durant sa vie. Ce carbone 14 est radioactif et du coup se transforme en azote 14 au bout d'un certain temps. Mais vu qu'il ne se renouvelle pas, moins il y en a et plus le fossile est vieux. Scientifiques connaissent en combien de temps telle quantité de carbone 14 se transforme. Par exemple, il faut 5730 ans pour que 50% du carbone 14 se transforme en azote 14. La même chose pour les objets. Comme vous le voyez, la Terre est un miracle de l'univers. C'est pour ça qu'il est important de la préserver et de la protéger, car il n'existe pas de planète de rechange. J'espère que vous avez aimé la vidéo, que vous avez appris plein de choses passionnantes sur ce domaine. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout.